Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de la série sur Python. Aujourd'hui, on va parler des fonctions. Les fonctions sont des blocs de code réutilisables qui vont permettre d'effectuer des tâches spécifiques. Pour créer une fonction, on utilise le mot-clé def. Ensuite, on vient donner un nom à notre fonction. Ensuite, on met des parenthèses, suivies des deux points. Et lorsque on va aller à la ligne, on va venir faire une indentation. Et c'est ici qu'on va mettre notre bloc de code réutilisable. Alors dans ce cas, on va se contenter d'afficher simplement un message dans le terminal. Ensuite, lorsque on va vouloir exécuter notre fonction, on va venir l'appeler par son nom et on va bien mettre les parenthèses pour invoquer la fonction. On lance le script et on obtient bien notre message qui s'affiche. Et donc on va pouvoir utiliser cette fonction autant de fois que on le souhaite dans notre programme. Autre chose que on va pouvoir faire avec les fonctions, c'est ajouter des paramètres. Alors on va créer une nouvelle fonction, on va l'appeler add, et cette fonction va permettre d'ajouter deux chiffres entre eux. Ici en paramètre, on va venir passer les deux chiffres entre les parenthèses, et au niveau du corps de la fonction, on va utiliser la fonction print, et ici on va venir faire la somme de nos deux paramètres. On exécute la fonction, on passe deux arguments 3 et 7, et on obtient bien 10 qui s'affiche. On va pouvoir également utiliser le mot-clé return pour retourner le résultat d'une fonction. Alors par exemple, on va venir créer une nouvelle fonction add avec à nouveau deux paramètres. On va venir faire comme précédemment la somme, sauf que cette fois-ci, au lieu d'afficher le résultat directement dans le corps de la fonction, on va venir retourner le résultat de la fonction. Et donc comme ça, lorsque on va venir exécuter la fonction, avec à nouveau deux arguments, comme on retourne le résultat, eh bien on peut stocker le résultat dans une variable par exemple. Et ensuite, avec cette variable, on peut faire ce que l'on veut. Alors ici, à nouveau, on va se contenter d'afficher la valeur de la variable dans le terminal. On va pouvoir avoir également des paramètres par défaut dans les fonctions. Alors on va venir créer une nouvelle fonction. Comme précédemment, on va avoir deux paramètres, sauf que cette fois-ci, pour le deuxième paramètre, on va lui passer une valeur par défaut fixée à 2. Et ici, à nouveau, dans le corps de la fonction, on va faire la somme de nos deux paramètres. On va pouvoir exécuter la fonction exactement comme précédemment. Ici, on peut à nouveau afficher le résultat. Sauf que cette fois-ci, comme on a mis un paramètre avec une valeur par défaut, eh bien au niveau des arguments, ici, on peut se contenter de passer seulement un argument. Et ça va fonctionner quand même. Et donc ici, on obtient la somme de 2 plus 2, puisqu'on avait fixé 2 au niveau de la valeur par défaut du paramètre de la fonction. Alors ensuite, il va être possible de renseigner un nombre indéfini d'arguments au sein des fonctions. C'est ce que l'on appelle des fonctions variadiques. On va montrer un exemple. On va créer ici une nouvelle fonction. Et au niveau du paramètre, on va utiliser d'abord l'étoile et ensuite on va mettre le nom de notre paramètre. Alors par convention, en général, on utilise args pour argument, même si en réalité on peut mettre ce que l'on veut.
Et on va déjà aller regarder ce qui se trouve à l'intérieur de ce paramètre. On exécute la fonction, et ici on va pouvoir renseigner un nombre indéfini d'arguments. On exécute le script, et on obtient un tuple au niveau du paramètre. Alors si on souhaite véritablement effectuer la somme, ici on va d'abord initialiser une variable à 0, et comme on a affaire à un tuple au niveau du paramètre, on va pouvoir boucler dessus, et à chaque itération, on va venir rajouter la valeur courante dans notre somme. Et ensuite, on va afficher la somme. Alors notez également qu'il est possible d'utiliser des arguments nommés pour une fonction. Et ça va fonctionner également avec les fonctions variadiques. Alors on va montrer un exemple de ça. Ici, on va utiliser 2 fois l'étoile, et ensuite on met le nom de notre paramètre. Alors par convention, on utilise en général Quarks pour Keyword Arguments, et on va déjà aller regarder ce qui se trouve à l'intérieur de ce paramètre. On va déclencher notre fonction, et ici on va pouvoir utiliser des arguments nommés. Donc on met le nom de notre argument, ensuite le symbole égal, et ensuite on a la valeur juste après le symbole égal. On lance le script, et on voit qu'on obtient un dictionnaire au niveau du paramètre. Alors ici, par exemple, on pourrait utiliser les choses avec une f-string, et on va mettre simplement un message, et ensuite on va pouvoir aller chercher les valeurs dans le dictionnaire en utilisant les clés. Autre chose que l'on va être amené à faire régulièrement avec les fonctions, c'est la composition de fonctions. L'idée, c'est simplement d'utiliser la valeur retournée par une fonction comme argument d'une autre fonction. Alors par exemple, avec Python, au niveau des fonctions globales, on va avoir accès à la fonction input qui va permettre de déclencher un prompt à l'utilisateur dans le terminal. Donc ici, on va demander à l'utilisateur d'entrer un nombre, et avec cette fonction input, eh bien, elle va retourner la valeur que l'utilisateur a renseignée. Et donc, on va pouvoir utiliser cette valeur retournée comme argument de la fonction print pour l'afficher dans le terminal. Alors, on va déjà lancer le script, et ici, on a bien notre prompt. On va renseigner une valeur, et ensuite, on a la valeur qui s'affiche. Donc ici, on a effectué une composition de fonctions. Alors bien sûr, on peut composer plusieurs fonctions. Par exemple, ici, on pourrait déjà caster la valeur, puisque avec la fonction input, on va forcément récupérer une chaîne de caractères, donc on va venir caster cette valeur. Et ici, par composition, eh bien, on pourrait par exemple utiliser la fonction abs pour valeur absolue. Et donc comme ça va mettre en valeur absolue le nombre rentré par l'utilisateur. La valeur retournée par l'input est ensuite castée, et c'est cette valeur qui va être utilisée comme argument pour la fonction abs, qui va mettre la valeur absolue, et ensuite la valeur retournée par la fonction abs va être utilisée comme argument pour la fonction print. Alors on va vérifier que tout fonctionne correctement. Ici, on va rentrer un nombre négatif, et on obtient bien le résultat positif. Et on pourrait continuer à combiner en utilisant par exemple
la fonction round pour arrondir. On va exécuter une nouvelle fois le script. Et ici, on va mettre un nombre négatif à virgule. Et on obtient bien 8. Alors ensuite, on va avoir également les fonctions callback. L'idée du callback, c'est simplement d'utiliser une fonction en tant que paramètre d'une autre fonction. Alors on va montrer un exemple. On va créer ici une fonction qui va permettre de transformer une liste de nombres. En premier paramètre, on va mettre la liste de nombres, et en deuxième paramètre, on va avoir un callback qui va être une fonction de transformation. Ici, on va commencer par créer une nouvelle variable qui va être la liste des nombres transformés. Au départ, ça va être une liste vide. Ensuite, on va venir boucler sur notre liste de nombres. Et ici, on va utiliser notre callback. Normalement, on aura affaire à une fonction qui va venir transformer le nombre. En argument, on passe bien le nombre sur lequel on est en train d'itérer. Et une fois qu'on a transformé le nombre, on va pouvoir l'ajouter à notre liste de nombres transformés en utilisant la méthode append. Et en définitive, on va retourner la liste des nombres. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à créer des fonctions de transformation que l'on pourra passer en callback. On va en créer une première qui va mettre le nombre au carré. Et on pourrait en créer une deuxième qui va retourner le double du nombre. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à tester notre nouvelle fonction. En premier paramètre, on va effectivement passer une liste de nombres. Et en deuxième paramètre, on va pouvoir passer un callback, donc une fonction de transformation. On va d'abord essayer avec la fonction square. Et on obtient bien notre liste de nombres au carré. Si on essaye avec la deuxième fonction, on obtient cette fois-ci une liste avec le double à chaque fois. Autre point important lorsque on travaille avec les fonctions, c'est celui de la portée des variables. On va commencer ici par créer une variable à la portée globale. Et cette variable, elle a donc une portée globale, elle peut être utilisée à l'échelle du script tout entier. Alors que se passe-t-il si on crée une fonction getName et que à l'intérieur on utilise une variable avec le même nom? Eh bien dans ce cas, ça va créer une variable à la portée locale, c'est-à-dire une variable qui va être définie uniquement à l'échelle de la fonction getName. Donc cette variable, elle est bien différente de la variable name qui a été créée à l'échelle globale. On peut s'en assurer si ici on affiche la valeur de la variable name dans la fonction. Ensuite, on va invoquer la fonction et ensuite on va afficher la valeur de la variable à la portée globale. Et on a bien affaire à deux variables différentes. Alors que se passe-t-il si on souhaite utiliser la variable globale à l'intérieur d'une fonction? Eh bien, on peut le faire. Pour ça, il suffit d'utiliser le mot-clé global et ensuite on met le nom de la variable que l'on souhaite récupérer. Et donc dans ce cas, effectivement, on va utiliser la variable à la portée globale. Et donc ici, à l'intérieur de la fonction, on va venir réassigner sa valeur. On lance le script.
Et on voit que cette fois-ci, on a bien modifié la valeur de la variable globale à l'intérieur de notre fonction getName. Alors on va avoir également un autre mot-clé assez similaire au mot-clé global. C'est le mot-clé non-local que l'on va pouvoir utiliser à l'intérieur des fonctions imbriquées. Alors on va montrer un exemple, on crée une fonction getScore. Ici on définit une variable score à la portée locale, donc à l'échelle de getScore. Et à l'intérieur de cette fonction getScore, on peut tout à fait créer une autre fonction updateScore. Et ici, si on crée une variable score à nouveau, eh bien cette variable score, comme précédemment, elle va avoir une portée locale, c'est-à-dire qu'elle va être définie uniquement à l'échelle de updateScore. Et donc elle va être différente de la variable qui a été définie dans la fonction externe. Alors on peut s'en assurer. Ici, on va afficher la variable de la fonction externe. Ensuite, on va invoquer la fonction interne. Et à nouveau, on va voir si la variable à la portée de getScore a été modifiée. On exécute la fonction. Et on voit que la variable score à l'échelle de getScore n'a pas été modifiée. Et donc si on souhaite utiliser la variable de la fonction externe à l'intérieur de la fonction interne, on peut le faire avec le mot-clé non-local. On utilise le mot-clé, ensuite on met le nom de la variable qui nous intéresse, et cette fois-ci, on va utiliser la variable à la portée de getScore. Et donc on va venir modifier sa valeur ici à l'intérieur de la fonction updateScore. On lance le script, et on voit que cette fois-ci, on a bien modifié la valeur. Ce mot-clé non local, on va l'utiliser notamment lorsque on va vouloir créer des closures. C'est un concept important de la programmation fonctionnelle. Alors on va voir un exemple. On va créer une nouvelle fonction, un compteur, et ici en paramètre, on va passer une valeur. Ce paramètre, il a une portée locale, donc il est défini à l'échelle uniquement de la fonction compteur. On va commencer d'abord par afficher un message. On va mettre le montant initial et ici on va renseigner la valeur qui a été passée en paramètre. Ensuite, on va créer une fonction interne. Et dans cette fonction interne, on va utiliser la variable de la fonction externe. Alors pour ça, on a vu comment faire. On utilise le mot-clé non-local et ensuite on renseigne le nom de la variable. Et comme ça, on va bien utiliser la variable qui a été créée ici au niveau de la fonction externe. On va pouvoir décrémenter la valeur et ensuite on va simplement créer une condition. On va aller regarder si la valeur est inférieure ou égale à 0. Dans ce cas, on va mettre un message, votre compteur est vide. Autrement, on va afficher un autre message, il vous reste telle valeur dans votre compteur. Et ici, contrairement à précédemment, on ne va pas invoquer directement la fonction interne à l'intérieur de la fonction externe, on va simplement la retourner. Et donc si on exécute notre fonction compteur, ici on va passer un montant initial, et on va stocker la valeur retournée dans une variable. Si on regarde ce que l'on obtient dans cette variable, on obtient bien une fonction. Et c'est tout à fait normal puisque c'est ce que l'on retourne ici de la fonction compteur. Mais maintenant, lorsque on va exécuter
La variable charge, en réalité, ce que l'on va exécuter, c'est la fonction interne decrement qui, elle, a accès à la variable qui avait été créée au niveau de la fonction externe. Et donc comme ça, on va pouvoir décrémenter le compteur. Donc c'est un principe intéressant, la closure, qui permet en définitive de créer quelque part une sorte de variable privée. Ici, on a notre valeur de notre compteur qui n'est accessible que à travers la fonction compteur. Et donc on a quelque part créé une variable privée qui va pouvoir être modifiée uniquement par l'intermédiaire ici de la fonction charge. Et grâce à ce principe de closure, on va pouvoir créer des fonctions dites query dont l'usage va différer un peu des fonctions standards. Alors pour bien voir la différence, on va d'abord recréer une fonction standard. Ici, on va passer deux paramètres, et cette fonction, elle va permettre de multiplier les paramètres. Quand on a affaire à une fonction standard, on va pouvoir l'invoquer, comme on l'a vu à de multiples reprises, en passant les arguments comme ceci. Maintenant, si on souhaite obtenir le même résultat avec une fonction query, ici, on va passer simplement un paramètre, sauf qu'à l'intérieur, on va venir définir une autre fonction, une fonction interne, et cette fonction interne va prendre le deuxième nombre en paramètre. Et c'est dans cette fonction interne que on va retourner le résultat de la multiplication. Alors notez au passage ici que on peut utiliser la variable num1 directement dans la fonction interne sans utiliser le mot-clé non local, simplement parce que ici, on vient seulement lire la valeur. On ne vient pas la modifier. Quand on ne modifie pas la valeur, on n'est pas obligé d'utiliser le mot-clé non local, on peut y accéder directement. Toujours est-il que dans cette fonction interne, on vient retourner le résultat de la multiplication, et pour obtenir une closure, on va retourner la fonction interne. Et si on souhaite utiliser cette fonction query, ici on doit renseigner un argument, et ce qui va être retourné de cette fonction, ça va être la fonction by. Donc si on souhaite avoir le résultat de la multiplication, il faut invoquer une deuxième fois. Et on voit en définitive qu'on obtient le même résultat, c'est juste la manière de faire qui est différente. Alors on pourrait se demander à quoi ça sert au final de créer des fonctions query si on obtient la même chose avec les fonctions standards, c'est quand même beaucoup plus court et la syntaxe est plus lisible avec les fonctions standards. Mais l'intérêt des fonctions query, c'est qu'elles vont permettre de créer des fonctions partielles. Si on utilise notre fonction query, on passe simplement un argument, et cette fonction, elle retourne la fonction by. Donc comme on a une fonction qui est retournée, on va pouvoir la stocker dans une variable, et maintenant on a une nouvelle fonction qui va permettre de multiplier systématiquement par 10. Et donc on pourrait créer des dérivés à partir de notre fonction query. Autre chose que l'on fait régulièrement avec les fonctions query, c'est que à l'intérieur, on vient utiliser des fonctions lambda, c'est-à-dire des fonctions anonymes qui vont avoir une syntaxe beaucoup plus courte. Au lieu de définir la fonction, comme on l'a fait ici, on a défini une fonction by, on peut utiliser une fonction lambda qui va être en quelque sorte une fonction jetable,
utilisée une seule fois à l'intérieur de la fonction principale. Alors on va montrer un exemple. Ici, comme précédemment, on passe le premier paramètre. Et ici, au lieu de définir une fonction, on va utiliser une fonction anonyme, lambda. On renseigne le nom du paramètre de la fonction anonyme, et ensuite on va venir multiplier les deux paramètres ensemble. Et pour obtenir la closure, il ne faut pas oublier de retourner la fonction. À nouveau ici, on va créer une fonction partielle, sauf que cette fois-ci, on va utiliser la fonction qui contient la fonction lambda. En définitive, c'est la même chose, c'est juste une syntaxe qui est un peu plus courte avec les fonctions lambda, qui sont particulièrement utilisées dans le contexte des fonctions query. Pour conclure sur les fonctions et pour terminer cette vidéo, on va aborder la question des fonctions récursives. Une fonction récursive, c'est simplement une fonction qui va s'invoquer à l'intérieur d'elle-même. Alors on va voir un exemple de ça. Je vais venir coller ici un dictionnaire. Et pour ce dictionnaire, on va avoir pour certaines clés des valeurs associées qui vont être des dictionnaires. Et à l'intérieur de cette valeur qui est un dictionnaire, on a à nouveau des clés qui sont associées à des dictionnaires. Donc on a affaire à un dictionnaire imbriqué avec plusieurs niveaux de dictionnaire. Dans ce cas, ce qui pourrait être intéressant de faire, c'est de créer une fonction récursive pour aller creuser à l'intérieur des différents niveaux de dictionnaire et récupérer par exemple les valeurs. Alors c'est ce que on va essayer de faire. On va créer une fonction qui va permettre de récupérer toutes les valeurs, peu importe le niveau de dictionnaire. Ici en paramètre, on va passer un dictionnaire et on va commencer par créer une liste vide dans laquelle on va venir mettre au fur et à mesure les valeurs. Et en définitive, notre fonction va retourner la liste de valeurs. Ensuite, comme on a affaire à un dictionnaire qui est passé en paramètre, on peut utiliser sur le dictionnaire la méthode values, on l'avait vu dans la vidéo précédente. Cette méthode sur les dictionnaires, elle permet de récupérer uniquement les valeurs. Comme on a affaire à un itérable, on va pouvoir boucler sur les valeurs. Et ensuite, on va avoir deux cas de figure. Le premier, c'est si on tombe sur des valeurs qui sont différentes d'un dictionnaire. Par exemple, ici, à ce premier niveau de dictionnaire, on a une clé qui est associée directement à une chaîne de caractères. Ou bien ici, la dernière clé, qui est associée à un nombre. Donc dans ce cas, on peut récupérer la valeur directement. Alors ici, on va rajouter une condition. Et donc on va aller vérifier qu'on n'a pas affaire à un dictionnaire. On utilise le mot-clé not. Ensuite, on a une fonction isInstance. On va passer ici la valeur. Et on vérifie qu'on n'a pas affaire à un dictionnaire. Ça veut dire qu'on va avoir une valeur qui va être tout autre qu'un dictionnaire, une chaîne de caractères, un nombre, un booléen, etc. Et donc dans ce cas, ce que l'on peut faire simplement, c'est rajouter la valeur dans notre liste de valeurs. Autrement, ça veut dire que on a une valeur qui est un dictionnaire. Dans ce cas, on va pouvoir utiliser notre fonction par récurrence. On invoque la fonction à l'intérieur d'elle-même et on passe la valeur. À ce stade, on est sûr que la valeur est bien un dictionnaire. Notre fonction getAllValues, elle retourne normalement une liste de valeurs.
Et donc, on va pouvoir étendre la liste de valeurs avec la méthode extend, que l'on avait vue également dans la vidéo précédente, et qui va permettre de rajouter les valeurs qui ont été obtenues par récurrence. Et donc, grâce à cette fonction récursive, on va pouvoir récupérer toutes les valeurs, peu importe le niveau de profondeur du dictionnaire imbriqué. On utilise notre fonction, et ici on vient passer notre dictionnaire user. Et on obtient bien toutes les valeurs. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo sur les fonctions. On a fait un petit tour d'horizon de tout ce qu'on pouvait faire avec les fonctions, sans entrer forcément dans les détails. Alors j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de la série sur Python.